La conférence de Paris sur les changements climatiques, la COP 21, est une grande table de négociation où les pays tentent de s'entendre sur les objectifs pour lutter contre les changements climatiques. C'est un exercice essentiellement politique. Mais comprendre ce qui est au cœur de ces négociations, les changements climatiques, relève plutôt de la science. Alors, pour faire le point sur ce phénomène, nous avons invité deux scientifiques. Anne de Vernal, qui est professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Tremblay, professeur au département des sciences atmosphériques et océaniques à l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Pour commencer, faisons l'état sur les changements climatiques, le réchauffement climatique. Où est-ce que ça en est présentement? À date, on observe un réchauffement d'environ 1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Puis, bon, il y a les glaces de mer qui fondent, il y a le Groenland qui perd de la masse, il y a le permafrost qui est en fonte aussi. Il y a un assèchement aussi des tropiques, mais ça, maintenant, bon, les modèles climatiques s'entendent pour dire que dans un futur, là, c'est un signal robuste dans les modèles climatiques, là, où est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un assèchement là, des tropiques. Donc, on voit ça un peu maintenant. Est-ce que c'est vraiment lié au réchauffement climatique? Il y a encore des questions là-dessus. Mais c'est les principaux points. Je rajouterais la hausse du niveau de la mer, qui aujourd'hui est autour de 3,2 mm par an et qui est largement due à l'expansion thermique et à la fonte de glaciers. Dont vous avez parlé. Est-ce qu'on assiste à... On évoque une accélération, donc le réchauffement serait exponentiel. Depuis quand ça serait le cas et où est-ce que ça nous mène selon les principaux scénarios? Il faut faire attention parce que dans les derniers depuis 1998, il y a eu un peu comme un... Il y a des plateaux. Oui, il y a eu un plateau. Hein, puis on pense que bon, le système était un peu coincé dans un système La Niña où est-ce que l'énergie était plutôt emmagasinée dans les océans, mais en profondeur. Donc les vents dominants dans le Pacifique équatorial étaient du Pérou vers l'Indonésie, de telle sorte que les eaux se réchauffent à la surface, on les pousse vers l'Indonésie, puis sont poussées vers la profondeur. Donc l'énergie augmente encore dans le système, mais elle n'est pas à la surface, de telle sorte que l'atmosphère, elle, ne se réchauffe pas autant. Maintenant, mais c'est un retardement, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça va revenir en force lorsque cette on est dans un El Niño maintenant, puis ça va sortir, oui. Et puis le système n'est pas tout à fait en équilibre pour ce qui concerne le CO2 atmosphérique et les échanges à l'interface océan-atmosphère. L'océan absorbe une partie du CO2, mais il y a des échanges qui sont loin d'être à l'équilibre. Mais quand vous dites que ce n'est pas à l'équilibre, est-ce que c'est la condition normale est d'être à l'équilibre ou est-ce que c'est tout à fait normal qu'il y ait des déséquilibres comme ça et qui donc créent des oscillations dans la progression du climat? Jusqu'à un certain point, oui, c'est normal qu'il y ait des ajustements en permanence. Mais là, ce sont des gros déséquilibres qui sont Par exemple, si on gardait le CO2 constant en ce moment, ça prendrait plusieurs décennies avant que le système s'équilibre avec les concentrations de CO2 qu'on a aujourd'hui. Donc, on verrait un réchauffement encore pendant plusieurs décennies, même si le forçage du CO2 était constant. Le forçage du CO2, qu'est-ce que... le CO2, c'est un gaz à effet de serre, de telle sorte que quand la Terre veut se refroidir, elle émet des ondes de longue longueur d'onde qui sont absorbées par la vapeur d'eau en grande partie, mais aussi par le CO2. Donc, le CO2 absorbe ça, réémet vers le haut, mais aussi vers le bas. Donc, garde la Terre plus chaude qu'elle serait en l'absence de ces gaz à effet de serre-là. Donc, on parle du forçage du CO2, c'est l'énergie en supplément qu'on a de la part du CO2, qui est un gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'accord. Dans le contexte de la conférence de Paris, des négociations politiques, on dit qu'on veut limiter le réchauffement à 2 degrés. D'autres, plus ambitieux, veulent le limiter à 1,5 degrés. Quelle est la cible privilégié par les scientifiques? Est-ce qu'il y en a un chiffre qui est avancé, qui fait consensus? Ou... C'est vraiment présomptueux de croire qu'on va contrôler les changements climatiques et le 1 degré est déjà atteint, le 2 degrés, on y vient. Je crois que ça va être très, très difficile de se limiter à cela. Mais là où le 2 degrés vient, c'est un peu, on regarde un peu le paléoclimat, donc les climats dans le passé. Puis ce qu'on a vu, c'est que dans des interglaciaires passés, certaines étaient plus chaudes que celles-ci. Puis dans ces interglaciaires-là, il y en a une, entre autres, qui avait 2 degrés de plus de température moyenne, on pense. Puis, bon, il y a eu des rehaussements des niveaux de mer. Le Groenland, on pense que peut-être le sud du Groenland a disparu, mais le nord est resté intact. Puis l'Antarctique de l'Ouest aurait aussi été, là, il aurait perdu beaucoup de masse. De telle sorte que, bon, on sait que tout n'a pas disparu en termes de glace dans le système climatique avec un réchauffement de 2 degrés. Donc, on a fait l'expérience dans le passé. Donc, le fameux 2 degrés est basé sur... C'est pas de la pure spéculation. C'est basé sur... c'est empirique, c'est basé sur l'histoire. Sauf que
ce 2 degrés du dernier interglaciaire, il y a à peu près 125 000 ans, eh bien c'est un 2 degrés qui est lié à des paramètres orbitaux de la planète et à une insolation un petit peu différente de celle d'aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec un forçage du CO2. Le CO2, à cette époque-là, était de 280 ppm. Et qu'il est aujourd'hui de 400. On vient de dépasser 400. Et donc le CO2 est le coupable en ce moment. En ce moment, ça c'est absolument clair. Et pour remonter à une époque géologique où le CO2 avait atteint un tel niveau, il faut remonter au Pliocène, c'est-à-dire à plus de 3 millions d'années avant aujourd'hui. D'accord. Oui, et ça fait peur. C'est que le CO2, c'est un gaz qui est mélangé là, dans toute l'atmosphère. Donc, c'est un forçage qui apparaît partout, à toutes les latitudes, toutes les longitudes. Donc, mais le forçage solaire qu'on a observé là, dans les autres interglaciaires, des fois, c'est un réchauffement qui est peut-être plus vers le nord, plus vers le sud, ça augmente la saisonnalité. C'est un forçage qui n'est pas appliqué de la même façon là, sur la Terre. Donc, on ne sait pas comment est-ce que la Terre va réagir au même forçage lorsqu'on l'intègre sur toute la Terre, mais localement, il est un peu différent. D'accord. Anne de Vernal, vous avez dit tout à l'heure, ça va être très, 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 très difficile de ralentir. Êtes-vous fataliste ou, enfin, non. Sans le dire comme ça, disons, croyez-vous que les efforts sont pratiquement vains? Non, et il faut mettre toutes les chances de notre côté pour limiter les conséquences. Mais disons, je crois que Bruno le mentionnait il y a un instant, même si on arrêtait d'ajouter du CO2 dans l'atmosphère, même si on maintenait le niveau actuel, le climat continuerait de changer en raison des équilibres. Oui. Mais ça serait certainement, enfin, on peut présumer, et c'est le mieux qu'on peut se présumer, que ça atténue les effets. Oui. Maintenant, quand on regarde l'augmentation du CO2 atmosphérique, c'est quelque chose d'affolant chaque année. C'est plus de 2%, plus de 2,5%. Et aujourd'hui, je crois que les émissions ont atteint pas loin de 10 pétagrammes par an, alors qu'en 90, elles étaient de 6 pétagrammes par an. Ah oui. Mais il y a des points qui sont positifs aussi, comme l'Ontario, le Québec, qui ont atteint leur émission maximum en 2005. Maintenant, il y a une réduction. Donc, il y a des choses tellement simples qu'on peut faire qui vont faire que les émissions vont être réduites. Il s'agit juste de s'entendre puis de les faire. Et il faut aider nos frères de l'hémisphère sud et des zones climatiques à limiter leurs émissions. Avant de parler des solutions, j'aimerais revenir sur le tipping point, hein, le point dans le climat à partir duquel il y aurait un emballement. On dit que si la température augmente de plus de 2 degrés, il y aura un emballement et là, les choses deviendront hors de contrôle. Sur quoi on se base pour dire ça? D'où ça vient, cette idée que ce serait à partir de 2 degrés supplémentaires qu'il y aurait un emballement? Bien, dans le passé, on a plusieurs exemples, comme la dernière interglaciaire avait 2 degrés de plus. Après ça, il y en a eu une encore plus ancienne, où est-ce qu'il y a encore eu un réchauffement encore plus élevé, où est-ce qu'on a perdu encore plus de glace. Oui, comme vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Mais on a seulement certains points, certains estimés de température moyenne globale, où est-ce qu'on a des estimés, comment les glaces ont réagi à ce changement-là. Donc, on ne connaît pas, avec le passé, on n'a pas une expérience sur toutes les températures, donc on ne sait pas exactement quelle température on doit maintenir, mais on sait qu'à 2 degrés, tout va aller. Puis il y a des feedbacks positifs aussi, on en parlait avant l'émission. La calotte glaciaire en Antarctique de l'Ouest, elle est ancrée sous le niveau marin. Donc lorsque la Terre se réchauffe, lorsque les océans se réchauffent, on érode les piliers de cette calotte glaciaire-là qui sont ancrés sous les fonds marins. Puis si on érode ça, c'est que la glace qui est au-dessus, elle va devenir plus instable, puis elle peut s'affaisser de façon beaucoup plus rapide. Fait que la plupart de cette calotte-là est sous le fond marin. Il y a juste certaines îles qui sortent du niveau marin où est-ce que la glace s'ancre, puis elle a un point de contact avec la Terre. Elle est sous observation. La partie ouest est déjà menacée, mais effectivement, elle est sous le niveau de la mer. La partie est est vraiment sous observation. Et là, dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, il y a eu pas mal d'articles sur la calotte antarctique qui méritent une attention vraiment très, très soutenue. Cet emballement-là, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ou scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux, je prendrais l'exemple de la calotte groenlandaise, qui est une calotte qui nous paraît stable parce qu'elle est dans notre paysage depuis on la survole longtemps. En avion quand on arrive d'Europe. Mais c'est une calotte qui représente l'équivalent de 6 mètres du niveau de la mer, et c'est une calotte qui a varié de volume, qui s'est développée par des petits glaciers alpins autour de 2 millions d'années avant aujourd'hui. Ça grossit, ça diminue. Et
Et là, en ce moment, on observe quelque chose d'extraordinaire. C'est la calotte qui est en train d'enregistrer une fente accélérée. Il y a le drainage des glaciers vers l'océan qui s'accélère. Et cela se fait parce que l'océan autour de la calotte se réchauffe. Et cela se fait aussi parce que la température globale augmente. Et on observe maintenant, presque tous les ans, de la fonte jusqu'au sommet de la calotte qui est à plus de 2000 mètres. C'est-à-dire qu'on voit la diminution de l'élévation de la calotte. Et là, on vient d'engendrer une boucle de rétroaction positive qui peut être extrêmement dangereuse. D'où l'emballement, une espèce Voilà. d'effet d'entraînement, de surenchère, en fait, exponentielle. Parce qu'il y a un réchauffement qui est entraîné avec la baisse d'élévation. Parce que plus on monte en altitude, plus il fait froid, plus la calotte glaciaire devient moins... Et la fonte en surface est quelque chose d'extrêmement efficace pour faire fondre une calotte parce qu'il y a l'eau qui s'infiltre à l'intérieur du glacier et qui contribue disons... Puis les masses glaciaires sont très dynamiques. Dans le passé, on a vu des moments où est-ce qu'il y a beaucoup d'icebergs qui ont vêlé là, de cette calotte glaciaire-là. Donc, de façon dynamique, la glace, elle, c'est pas solide, c'est comme un fluide extrêmement visqueux qui s'écoule tranquillement vers la mer. Puis il y a des précipitations dessus qui font que ça s'accumule. Maintenant, ce mouvement-là vers la mer, ça s'accentue. Lorsque les océans se réchauffent, en fin de compte, la glace devient un peu moins épaisse. On voit une accélération dans les vallées, on voit une accélération de l'avancement de ces calottes glaciaires-là. Et la mer prend du volume aussi à ce moment-là, parmi les conséquences de ça. Il y a augmentation du niveau de la mer, effectivement. Il y a plusieurs mesures qui sont avancées par les scientifiques pour contrôler contrôler les effets du réchauffement climatique. Il y a des nouvelles technologies qui sont développées. Donc, on n'est pas dans la science climatique, on est dans la science appliquée, si on veut, là. Est-ce que c'est un encouragement? Est-ce qu'il y a de l'espoir, là? Est-ce qu'on est assez avancé dans ce domaine-là? Moi, je ne pense pas qu'on comprenne le système climatique de façon assez bien pour qu'on puisse commencer à jouer avec le système climatique. Certaines de ces géo-ingénieries-là qu'on propose, c'est changer un peu la réflectivité de la planète. Donc, on se trouve à ensemencer des nuages dans la stratosphère. Changer la réflexivité de la planète. Oui, on la rend un peu plus comme un miroir. On crée de l'ennuagement dans la stratosphère. Comme lorsqu'il y a une explosion volcanique, il y a des sulfates qui sont expulsés dans la stratosphère, ça crée des nuages, puis ces nuages-là réfléchissent le rayonnement solaire. Donc, ça refroidit la planète. Ça, on le voit. Quand il y a une grosse éruption volcanique, pendant 5-6 ans après, le climat est beaucoup plus froid. Donc, nous, on voudrait faire ça de façon artificielle. Ça, c'est une des solutions qu'on propose. C'est pas appliqué en ce moment. C'est pas appliqué en ce moment. Maintenant, ça peut avoir d'autres conséquences. Puis si on se rend compte plus tard que ça a d'autres conséquences, puis qu'on veut revenir en arrière, durant ce temps-là, on a continué à émettre plus de gaz à effet de serre, puis on a un problème encore plus gros à régler. Il y a la séquestration du carbone aussi, de façon active. On en entend beaucoup parler, oui. Oui, on prend le CO2 puis on forme des carbonates, donc la poudre blanche qu'il y a dans les huîtres. Puis on les enfouit dans des anciennes mines. Bon, est-ce que c'est stable? Il y a beaucoup de centres de recherche qui font des recherches là-dessus. Ils enfouissent du carbone dans le fond, dans le roc, puis ils regardent est-ce que c'est stable, est-ce que ça reste là ou est-ce que ça va se revenir à l'atmosphère. C'est très lourd et très coûteux à réaliser, c'est ce que on dit, mais... Mais en même temps, la technologie est toujours quelque chose qui, lorsqu'encouragée, lorsqu'elle se développe, devient plus accessible, devient plus abordable. En fait, c'est l'argument de ceux qui croient en la technologie, de ceux qui croient en la science. Oui, mais moi, je crois qu'on devrait plutôt faire tout ce qu'on peut pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on peut faire, qui sont extrêmement faciles à faire. Il faut les faire. Si jamais on a encore besoin d'un petit peu plus, bien là, on peut aller chercher la géo-ingénierie, mais il ne faut pas commencer avec la géo-ingénierie, d'après moi. Mais pour citer un politicien montréalais célèbre, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Un n'empêche pas l'autre. On peut faire de la recherche sur la géo-ingénierie pour que lorsqu'on en aura besoin, on saura comment fonctionner. Mais moi, je pense qu'appliquer la géo-ingénierie dès le départ, quand il y a plein de choses extrêmement simples qu'on n'a même pas mis de l'avant, moi, je trouve ça un peu jouer avec le feu. D'accord. Le problème est grave et il faut prendre toutes les mesures possibles pour y faire face. La prévention est un petit peu tard, mais bon. Notre capacité de prévoir est tellement faible. Juste le fait de l'ozone puis les CFC sur l'ozone dans le passé. Nos modèles ne le prédisaient pas, ça. Après ça, on a fait des mesures puis on a compris pourquoi ça avait un effet aussi large. Mais notre capacité à prévoir n'est pas encore extrêmement bonne. Pas parfaite. On arrive mieux à comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et les modèles n'arrivent pas à simuler ce qui s'est passé dans le passé. Et tant qu'on n'arrivera pas à reproduire... Parfaitement. Les capacités de prédiction ne seront pas parfaites. Non.
Anne de Vernal, Bruno Tremblay, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les questions scientifiques autour du climat. Merci beaucoup. Merci. Merci.